Les lumières de la salle de conférence étaient impitoyables, écrasant chaque visage pour n'en laisser que des traits durs et tranchants. Mon père a parlé le premier, d'une voix suffisamment stable pour faire mal. Tu es mise à pied jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à ta sœur. Un stylo s'est arrêté net. Ma sœur, Chloé, a penché la tête, feignant l'offense, mais le petit sourire en coin qu'elle tentait de dissimuler disait tout. Je me tenais devant ma présentation PowerPoint figée, mon pouce appuyant sur la télécommande jusqu'au déclic. Personne n'a parlé. Personne n'est intervenu. Personne n'a même osé respirer différemment. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas tressailli. J'ai simplement dit, c'est entendu. Si mon père avait su ce que ces mots allaient déclencher, il serait peut-être resté silencieux. J'ai grandi dans une maison où le silence était censé signifier l'harmonie. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'il signifiait en réalité la hiérarchie. Chloé l'a appris très tôt. Une fois, elle a pleuré lors d'un désaccord sur un projet scolaire, et mon père est intervenu avant même que l'instituteur ne puisse finir d'expliquer la situation. Elle est repartie avec de nouvelles fournitures et une tape affectueuse sur la tête. Je suis repartie avec le même carton à dessin et le rappel qu'il fallait être la raisonnable. Être raisonnable est devenu mon rôle avant même que je sache que je l'avais accepté. Je me souviens de l'après-midi où la lettre d'admission pour une prestigieuse grande école de commerce est arrivée. Une enveloppe épaisse, mon nom imprimé proprement au centre. Je la tenais à deux mains sur le carrelage de la cuisine, sentant le poids d'un avenir que j'avais mérité. Mon père a parcouru la première ligne, a hoché la tête une fois et l'a posée à côté de la pile de courrier comme s'il s'agissait d'un rappel pour un rendez-vous chez le dentiste. Il n'a même pas ouvert la deuxième page. Chloé est entrée 10 minutes plus tard avec une bague de fiançailles, et soudain, la maison s'est remplie de coupes de champagne et d'appels téléphoniques. Ma lettre a disparu sous une pile de serviettes en papier avant la fin de la soirée. C'est la première fois que j'ai réalisé que l'accomplissement comptait moins que le spectacle. Après le décès de maman, le déséquilibre s'est accentué. Elle avait été le tampon silencieux, celle qui remarquait quand mes épaules se tendaient ou quand je restais éveillée trop tard pour finir mes dossiers. Lorsque la maison a perdu sa douceur, elle a aussi perdu la seule personne qui empêchait l'angle mort de mon père de nous engloutir tous. Chloé n'a pas changé. Elle a simplement rencontré moins de résistance. Dans l'entreprise familiale, le schéma s'est répété avec des lignes plus nettes et des enjeux plus élevés. J'ai bâti le département développement à partir d'une petite pièce au néon clignotant pour en faire un étage rempli d'ingénieurs qui me faisaient confiance. Je connaissais chaque détail de chaque échéancier, chaque fonctionnalité livrée, chaque système reconstruit. Je ne m'en vantais pas. Je n'en avais pas besoin. Chloé, en revanche, maîtrisait l'art de promettre des choses qu'elle ne comprenait pas, des délais de 4 semaines quand le travail en nécessitait 12, des budgets qui ne tenaient pas compte de l'infrastructure de test ou de l'épuisement du personnel. Mon père la soutenait toujours. Elle connaît les clients, insistait-il, débrouille-toi pour que ça marche. Alors, nous l'avons fait. Les nuits se confondaient avec les matins. Mon équipe restait tard, les yeux fatigués sous la lueur bleue des écrans. Je restais plus tard encore, comblant les lacunes, réécrivant les plannings, absorbant les blâmes qu'elle rejetait avec un sourire impeccable. Mon père n'a jamais demandé comment nous y arrivions. Il répétait seulement ce qu'il avait toujours dit, ta sœur gère les relations. Tu gères le reste. Je n'ai pas discuté. J'ai tout documenté. C'est devenu mon langage silencieux, échéancier, notes, registre des risques, preuves écrites que personne ne voulait lire. Le dernier projet avant ma mise à pied m'a révélé ce que j'avais refusé d'admettre. Chloé avait fait une autre promesse impossible. Mon père l'avait approuvée avant même que je voie l'email. Quand j'ai souligné que les chiffres ne collaient pas, il m'a regardé de la même façon que lorsque j'étais enfant et que je demandais justice, patient, dédaigneux, certain que je m'adapterais pour correspondre à la forme qu'il désirait. Debout dans le couloir à l'extérieur de cette salle de réunion, j'ai réalisé quelque chose de simple et de tranchant. J'avais passé une vie à être raisonnable pour des gens qui n'avaient jamais eu l'intention de me voir vraiment. C'est ce jour-là que j'ai appris ma place dans cette famille, et ce jour-là que j'ai commencé tranquillement à la quitter. Le couloir devant la salle de conférence semblait plus froid que d'habitude.
Les gens s'écartaient sur mon passage, non par respect, mais par malaise, comme si le fait de se tenir trop près de moi pouvait les attirer dans le rayon d'action d'une décision familiale que personne ne voulait reconnaître. Personne n'a prononcé mon nom. Personne n'a croisé mon regard. J'ai atteint mon étage et j'ai vu une note de service scotchée près des ascenseurs. Un nouvel organigramme, une nouvelle chaîne de commandement. Le nom de Chloé trônait proprement en haut d'une colonne que j'avais bâtie à partir de rien. Son titre en gras, le mien totalement absent. Ce n'était pas un oubli. C'était une réécriture. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message d'un de mes ingénieurs, ça va? Un autre, on suit toujours ton planning? Ils disent beaucoup de choses là-haut. J'ai retourné l'écran face contre mon bureau et l'ai laissé vibrer en silence. Mon père a appelé quelques minutes plus tard. Il n'a pas demandé comment je me sentais. Il a demandé si je comprenais l'image que cela renvoyait. Sa voix avait le même ton que lorsqu'il essayait de m'expliquer, à 12 ans, pourquoi ma sœur avait eu la dernière part de gâteau. Garde la paix, a-t-il dit. La famille passe avant tout. Famille. Le mot semblait étrangement léger dans sa bouche. Quand j'ai raccroché, Chloé m'attendait déjà dans l'encadrement de la porte. Elle n'avait pas frappé. Elle s'appuyait contre le cadre comme si la pièce lui appartenait, parce que mon père s'était assuré que ce soit le cas. Tu peux mettre fin à ça, a-t-elle dit, assez doucement pour paraître gracieuse. Excuse-toi, c'est tout. Elle a épousseté une poussière imaginaire sur sa manche, a vérifié son reflet dans le bord sombre de mon écran et s'est sourie à elle-même, petite, confiante, certaine d'avoir gagné. J'ai observé son sourire en coin de la même manière que je l'avais observé toute ma vie. Une courbe qui signifiait qu'elle ne s'attendait à aucune conséquence. Ni maintenant, ni jamais. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas regardé directement. J'ai juste senti quelque chose bouger en moi. Pas de la colère, pas du chagrin, quelque chose de plus stable, comme une porte qui se ferme à clé. Elle a attendu, s'attendant à une dispute dont elle pourrait se sortir par une pirouette. Au lieu de cela, j'ai pris mon porte-documents, fermé mon ordinateur portable et je me suis levée. C'est tout, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête une fois. Puis j'ai dit les seuls mots qu'elle n'avait pas vu venir, c'est entendu. J'ai fermé la porte de mon bureau et laissé le verrou s'enclencher. Le bruit était faible, presque poli, mais il marquait une ligne que je n'avais jamais franchie auparavant. La pièce me semblait inconnue maintenant, comme si je la voyais de l'extérieur. Les parois vitrées, les diplômes encadrés, le doux bourdonnement des machines. Mon équipe me faisait confiance pour que tout continue de tourner. Tout ce que j'avais construit, organisé, protégé, tout ce qui était considéré comme acquis. J'ai glissé l'élastique de mon poignet et attaché mes cheveux en arrière, le geste familier me calmant. Puis j'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai commencé. Les premières choses que j'ai emballées étaient les documents que je ne laissais personne d'autre manipuler, périmètre de projet, évaluation des risques, notes de réunion dont personne ne se souvenait que j'y avais assisté, paiement, facture, ventilation budgétaire, échéancier griffonné à minuit dans ma cuisine avec une tasse de café froid à côté de moi. J'ai aligné chaque dossier en une rangée soignée sur mon bureau, vérifiant les dates, faisant correspondre les signatures, bougeant avec la précision calme que j'utilisais pour déboguer du code. Pas de précipitation, pas de panique, juste la vérité. J'ai enveloppé mes diplômes dans du papier de soie, glissant ensuite chaque cadre dans un carton. Chaque récompense suivait une preuve de travail que mon père n'avait jamais reconnue, mais que l'entreprise ne pouvait nier. Les murs devenaient nus, plus froids, comme s'ils se préparaient pour la prochaine personne qui se tiendrait ici en prétendant savoir ce que ce travail exigeait. Mon ordinateur portable a émis un son. Les messages continuaient d'arriver de mon équipe, d'autres départements, de gens qui avaient assisté à la réunion et prétendu ne pas voir ce qui s'était passé. J'ai retourné l'ordinateur. Le silence était plus propre. J'ai ouvert un nouveau document, non pour analyser, non pour défendre, mais pour finaliser. Une lettre de démission, courte et silencieuse. Pas d'émotion, pas d'accusation, juste la rupture formelle d'un rôle que j'avais déjà dépassé. Puis est venu le vrai travail. J'ai ouvert le lecteur partagé et commencé à compiler les preuves que personne n'avait demandées, mais dont tout le monde avait besoin, historique de projet,
allocation de ressources, notes contractuelles, chaque cas où ma sœur avait fait des promesses sans vérifier une seule contrainte technique. Je n'ai pas ajusté le ton. Je n'ai pas ajouté de commentaires. J'ai seulement rassemblé ce qui existait déjà. 2 heures ont passé comme une longue expiration. Au moment où le fichier fut complet, ce n'était pas un dossier à charge. C'était un miroir. Mes doigts ont plané sur le bouton d'envoi. Pas par doute, mais par précision. Le timing comptait. Un plan silencieux ne crie pas, il atterrit. Je l'ai envoyé au conseil d'administration, au chef de département, aux clients dont les attentes avaient été faussées. Un seul objet, documentation du projet et aperçu de l'état d'avancement. Pas de drame, juste de l'information. Mon téléphone a sonné dans les 60 secondes. L'avocat de l'entreprise d'abord, puis un membre du conseil, puis 2 clients, tous restés sans réponse. J'ai traversé la pièce à nouveau, ramassant des stylos, des carnets, le mug que mon équipe m'avait offert l'hiver dernier. La seule chose que j'ai laissée sur l'étagère était un prototype d'un projet que nous avions sauvé il y a 3 ans, 40 heures de travail en 2 jours. Assez de café pour tenir un mois, et un sentiment d'unité qu'aucun cadre n'avait jamais remarqué. Je l'ai remis droit, j'ai épousseté la poussière et je l'ai laissé là. Chloé est réapparue dans l'encadrement de la porte, cette fois, hors d'haleine. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix résonnait faiblement contre la vitre. Elle a regardé le bureau à moitié emballé, ses yeux passant du mur vide au carton ouvert. « Tu ne m'as pas dit que tu... » « Tu n'as pas, je n'ai pas répondu. » J'ai placé le dernier dossier dans mon porte-documents, les fermé avec un clic discret. Elle est entrée comme si elle traversait une frontière sans permission. « Tu ne peux pas partir. Papa ne le permettra pas. Tu fais une erreur. » J'ai glissé mon ordinateur portable dans sa housse. « Non, ai-je dit, j'en corrige une. » Sa bouche s'est ouverte, prête à argumenter, à jouer la comédie, à tordre le récit pour en faire quelque chose où elle restait l'héroïne. Mais elle s'est arrêtée quand elle a vu mon bureau complètement vidé. L'espace qui contenait mon travail, mes heures, ma présence, était maintenant vide. Pendant un instant, elle est restée silencieuse. Je suis passé devant elle sans attendre la permission. Le couloir à l'extérieur sentait légèrement l'encre de photocopieuse et le café brûlé, la même odeur qui m'avait suivi pendant des années. Chaque pas semblait délibéré, ancré, plus propre que n'importe quelle victoire. Au moment où j'ai atteint l'ascenseur, j'avais déjà réservé un rendez-vous avec mon avocat. Un message d'un chasseur de tête clignotait sur mon écran verrouillé, une opportunité que j'avais autrefois déclinée par loyauté. J'ai balayé l'écran, répondu, accepté. Mon père a rappelé. Sa voix remplissait la messagerie vocale d'urgence. Il faut qu'on parle. Ne fais rien d'irréfléchi. Mais le plan était déjà exécuté, et rien n'y était irréfléchi. Je suis rentré chez moi juste au moment où la lumière du soir glissait dans mon salon. La maison était calme, chaleureuse, à moi. J'ai posé le porte-documents sur la table à manger, l'ai ouvert et disposé les documents en pinettes. L'ordre était apaisant, la vérité indéniable. Une pile pour les contrats, une pour les paiements, une pour les échéanciers, une pour les emails, un dernier dossier contenant la lettre de démission en attente d'une signature. J'ai pris une lente inspiration, pressé le stylo sur la page, signé mon nom d'une main ferme. J'ai tout rassemblé dans le porte-documents, les refermé doucement et passé mes doigts le long du bord en cuir, un rituel scellant quelque chose d'irréversible. Dans le silence qui a suivi, rien ne semblait chaotique. Rien ne semblait faux. Il y avait juste de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je ne me préparais pas à réparer quoi que ce soit. Je me préparais à m'en aller. Cette fois, je ne réparerai pas ce qu'ils avaient cassé. Je suis arrivé au bureau juste avant 9 heures. Le hall était plus bruyant que d'habitude, des chuchotements cachés derrière des couvercles de café, des regards qui fuyaient quand je levais les yeux. Quelqu'un a retenu l'ascenseur pour moi, puis a fait semblant de ne pas l'avoir fait quand je suis entré. L'étage de la direction semblait plus tendu, comme si l'air n'était pas complètement retombé depuis la veille. L'assistante de mon père se tenait près de la porte, serrant un dossier contre sa poitrine. « Il veut vous voir », a-t-elle dit, mais le tremblement dans sa voix me disait que la demande ne venait pas vraiment de lui.
Je n'ai pas répondu. Je suis allé directement à la salle de conférence. La porte était déjà ouverte. Mon père se tenait à l'autre bout de la table, les épaules raides, les yeux cernés de rouge après une nuit passée à essayer de contenir ce qui ne pouvait l'être. L'avocat de l'entreprise était assis à côté de lui, ordinateur portable ouvert, visage pâle. Une assistante juridique tapait silencieusement dans un coin, enregistrant tout. Ma sœur planait près de la fenêtre, les bras croisés, l'expression pincée comme si elle avait mangé quelque chose d'acide. Personne n'a parlé jusqu'à ce que je prenne place. Mon père a essayé le premier. Nous pouvons arranger ça. Sa voix cherchait l'autorité. Soyons rationnels. J'ai posé le porte-document sur la table. Le bruit sourd a tranché la pièce. Je suis ici pour finaliser ma démission. L'avocat a inspiré brusquement. Chloé a cligné des yeux, la première fissure dans sa confiance. La mâchoire de mon père s'est serrée. Tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai ouvert le porte-document, soulevé la lettre de démission, les posé doucement sur la table comme on pose une carte dans un jeu qui est déjà terminé. La mise à pied sans motif documenté déclenche les clauses de départ, ai-je dit. L'article 12 couvre l'acquisition immédiate des droits et indemnités. L'avocat avait déjà lu mon contrat. Il a hoché la tête une fois, confirmant mes dires. Mon père a cligné des yeux lentement, comme s'il réalisait qu'il avait approuvé chaque clause lui-même il y a 4 ans. Chloé s'est avancée. C'est ridicule. Tu exagères tout. Tout ce que tu avais à faire, c'était de t'excuser. J'ai fait glisser un deuxième dossier à travers la table. La documentation de la nuit dernière. Échéancier, contrat, paiement, facture, chaîne de mai, tout était propre, tout était factuel, tout ce qu'elle avait prétendu ne pas exister. L'avocat a hésité avant de l'ouvrir. Quand il l'a fait, son visage s'est encore plus décomposé. C'est exhaustif, a-t-il chuchoté. Ma sœur s'est penchée par-dessus son épaule, les yeux s'écarquillant à chaque page. Tu ne peux pas envoyer ça aux clients. Ils penseront que c'est moi qui l'ai envoyé, ai-je dit. Sa main s'est figée en l'air. Quoi? La voix de mon père s'est brisée. J'ai envoyé la documentation au conseil et aux parties prenantes du projet. Mise à jour de statut, la précision compte. La pièce a basculé dans un silence vide. Chloé a regardé mon père, désespéré d'être sauvé. Papa, dit quelque chose. Mais il ne la regardait pas. Il fixait la pile de documents, le miroir qu'il avait passé des années à refuser d'affronter. Tu nous as pris par surprise, a-t-il dit doucement. Non, ai-je répondu. J'ai révélé ce que vous ignoriez. L'avocat s'est raclé la gorge. Légalement, elle a agi dans ses droits. Rien de ce qu'elle a partagé ne viole la confidentialité. Ce sont des documents de projet interne et les termes du contrat sont contraignants. La voix de ma sœur est montée, alors elle s'en va juste comme ça après avoir tout gâché? J'ai fermé le porte-document. Je n'ai rien gâché. J'ai arrêté d'absorber les coups. Mon père a appuyé ses paumes à plat contre la table. Nous avons besoin de toi pour le dossier Hamilton. Nous ne pouvons pas livrer ce que ta sœur a promis. Elle n'a pas compris les exigences techniques. Il s'est arrêté, se rattrapant trop tard. Ma sœur s'est tournée vers lui, stupéfaite. Tu me blâmes? Il l'a regardé comme on regarde un bâtiment en feu, réalisant trop tard qu'on aurait dû vérifier les fondations. Je me suis levée. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. J'ai accepté un autre poste. Chloé a laissé échapper un rire creux, aigu et fragile. Qui t'embaucherait après ça? L'avocat a fermé le dossier avec des doigts tremblants. Quiconque valorise la compétence. Pendant un moment, personne n'a respiré. J'ai tendu la main vers mon porte-document. Mon père s'est avancé comme pour m'arrêter, puis a laissé tomber sa main à mi-chemin. On peut encore arranger ça, a-t-il dit doucement. Tu n'es pas obligé de partir. J'ai croisé son regard, enfin égal, enfin clair. Je suis déjà parti. Je suis sorti de la salle de conférence, passant devant le silence stupéfait de ma sœur, devant le choc pâle de l'avocat, devant le sourire mourant de mon père. Je ne me suis pas retourné.
Les portes de l'ascenseur se sont refermées avec un bourdonnement feutré. Et juste comme ça, tout le système que j'avais autrefois essayé de maintenir ensemble a commencé à s'effondrer sans que je lève le petit doigt. J'ai quitté le bâtiment sans vérifier si quelqu'un regardait. L'air dehors semblait différent, plus léger, d'une certaine manière, comme si le poids que j'avais porté pendant des années avait enfin réalisé qu'il n'avait plus d'hôte. Le bruit de la ville s'est estompé en un bourdonnement. Mes pas résonnaient de manière stable sur le trottoir. À la maison, la lumière à travers les fenêtres du salon était chaude, adoucissant les bords de tout ce qu'elle touchait. J'ai posé mon porte-documents sur la table à manger, non pas avec finalité, mais avec un sentiment tranquille d'achèvement. L'espace semblait intact du chaos des 2 derniers jours. Un endroit qui ne m'avait rien pris, un endroit qui n'exigeait pas de preuves. J'ai nourri Oscar, mon chien, et il a trottiné sur le parquet, ses griffes tapotant légèrement, un bruit ordinaire et rassurant. Je me suis versé un verre d'eau, je l'ai tenu à 2 mains comme je tenais mon café le matin au bureau. Ce geste m'a surprise, une habitude conservée d'une vie à laquelle je ne devais plus rien. Ce soir-là, je n'ai pas vérifié mes emails. Je n'ai pas rejoué les conversations. Je n'ai pas anticipé les retombées. Le calme n'était pas lourd pour une fois. Il était propre. Le matin, je me suis habillée sans me presser, choisissant des vêtements qui n'avaient pas besoin de communiquer l'autorité à qui que ce soit. Sur le trajet vers ma réunion avec la nouvelle entreprise, la ligne d'horizon semblait presque inconnue, comme un endroit que je voyais pour la première fois plutôt qu'un lieu que je fuyais. Leur bureau était lumineux, ouvert, rempli du son facile de gens qui ne marchaient pas sur des œufs autour de la tension. Lorsque le responsable du recrutement m'a présenté à l'équipe, personne n'a évalué ma présence par rapport au statut de quelqu'un d'autre. Ils m'ont juste serré la main et ont souri. Plus tard, debout près d'une baille vitrée surplombant Paris, j'ai pensé à la lettre d'admission de la grande école enfouie sous les serviettes de la fête de fiançailles, aux nuits tardives passées à réparer des échéanciers impossibles, aux innombrables moments où j'étais restée silencieuse parce que le silence était attendu. Et puis j'ai pensé au bureau vide, à la lettre de démission, au porte-documents posé sur la table sans drame, chaque acte simple, précis, mien. Partir n'était pas une perte. C'était une ouverture que j'avais créée avec rien de plus que des faits, de la retenue et la volonté d'arrêter de sauver des gens qui confondaient ma compétence avec une obligation. Pour la première fois depuis des années, le calme ne ressemblait pas à un effacement. Il ressemblait à la liberté. En fin de compte, j'ai appris quelque chose de simple. Le silence n'est pas une reddition. C'est une porte. Un endroit où vous choisissez ce qui entre et ce qui n'entrera plus jamais. M'éloigner ne m'a pas brisé. Cela m'a rendu à moi-même. Si vous vous êtes déjà tenu dans une pièce où votre valeur était traitée comme un bruit de fond, laissez cette histoire vous rappeler que votre vie n'a pas besoin de leur permission pour changer. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, restez proches. Il y a encore beaucoup à raconter.